L'histoire commence et il est expliqué qu'au début, les dieux ont créé les humains, puis ils ont créé les sorcières. Le dieu a partagé son pouvoir avec les sorcières et leur a dit de guider les humains en son nom. Les sorcières ont accepté et elles ont juré de se consacrer à aider les humains au nom de l'amitié. Mais de nos jours, les humains chassent les sorcières et les pendront jusqu'à leur mort. La scène se coupe ensuite à la région solsavienne de l'Empire de Rhodia, et nous voyons une sorcière de glace et son apprenti voyager ensemble. L'apprenti nommé Adonis se demande combien de temps il leur faudra pour atteindre la frontière, et la sorcière Chloé lui dit de se taire pendant qu'elle consulte la carte. Adonis déclare qu'il fait trop chaud ici et se demande si Chloé ne peut pas simplement utiliser la magie pour le rafraîchir. Chloé explique que sa magie n'est pas si bon marché et lui demande d'arrêter de se plaindre. Adonis utilise ensuite un smartphone pour suivre leur position, et Chloé lui dit qu'elle l'avait averti de ne pas utiliser ces machines étranges, car leurs poursuivants peuvent les trouver avec elle. Adonis affirme que ce n'est pas une machine étrange, c'est un smartphone, et il mentionne qu'il l'a fabriqué lui-même, donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour les suivre. Il explique qu'il utilise la magie d'invocation libre pour remplacer les ondes radio, et même la technologie de triangulation de l'armée ne peut pas les trouver. Il affirme qu'utiliser des cartes à notre époque est dépassé, et il mentionne qu'il en fera un aussi pour Chloé. Chloé frappe alors Adonis et découvre le remplacement. Elle lui demande de se lever. Adonis demande ensuite à Chloé pourquoi ils doivent continuer à fuir, et Chloé explique que c'est parce qu'elle est une sorcière et que l'attitude des humains envers les sorcières a changé. Elle mentionne qu'ils ne peuvent maintenant vivre qu'en se fondant dans les villes humaines et en évitant leur village. Elle dit qu'elle se sent plus comme un ninja que comme une sorcière. Elle mentionne qu'ils doivent trouver un endroit tolérant envers les sorcières, de cette façon ils pourront retrouver leur vie paisible. Elle dit qu'ils doivent aussi trouver une école pour qu'Adonis y aille, mais Adonis dit qu'il se fiche de l'école et préfère étudier sous sa tutelle. Chloé se demande si Adonis préfère les femmes plus âgées, et Adonis est gêné. Ils continuent leur route, et Adonis se demande si Chloé n'est pas frustrée de vivre ainsi. Il pense qu'il déteste l'Empire de Rhodia et qu'il devrait simplement éliminer les humains avec la magie. Adonis sent alors quelqu'un qui les poursuit, et nous voyons qu'il s'agit d'une unité de l'armée de l'Empire. Adonis dit qu'il va s'occuper de cela, mais Chloé l'arrête et utilise un sort de glace appelé Olio pour les geler tous. La scène se coupe ensuite à quelqu'un informant le roi de l'Empire de Rhodia nommé Gothé qu'ils n'ont pas réussi à capturer la sorcière Chloé. Les soldats du roi donnent ensuite des coups aux hommes pour ne pas avoir pu exécuter les ordres du roi, et le roi ordonne à l'homme d'amener Chloé immédiatement. Pendant ce temps, Chloé dit à Adonis qu'il devrait partir maintenant, et Adonis est frustré. Il demande à Chloé pourquoi elle ne le laisse jamais rien faire. Il dit qu'il peut aussi lancer des sorts et qu'il aurait pu se débarrasser de ces minables tout seul. Chloé explique qu'Adonis est encore trop inexpérimenté en magie, mais Adonis utilise un sort pour invoquer une épée. Il dit qu'un étudiant de Chloé ne peut pas être inexpérimenté, et Chloé dit qu'elle se mettra en colère si Adonis se plaint trop. Adonis se demande si c'est parce qu'il est humain comme eux, et que Chloé ne veut pas qu'il tue les siens. Il lui demande si c'est pour ça qu'elle réprime ses émotions, même si les humains la maltraitent, mais il ne supporte plus de ne pas pouvoir la protéger. Il essaie de lui dire que c'est parce qu'il l'aime, mais Chloé le prend dans ses bras en plein milieu de la phrase et lui dit qu'elle l'aime aussi. L'armée utilise ensuite un émetteur d'une de leurs forces pour localiser Chloé, et ils utilisent un genre de dispositif de téléportation pour les téléporter. Chloé pense que même les sorcières ne sont pas capables de transfert physique à longue distance, et la scène se coupe ensuite au roi Gothé faisant un discours à son peuple dans la capitale. Il dit qu'aujourd'hui il est là non pas en tant que roi, mais en tant qu'être humain. Il dit qu'ils ont été protégés par la magie depuis longtemps, et chaque fois que des catastrophes naturelles les frappaient, ils dépendaient des sorcières. Il leur exprimait leur gratitude, les révérait et les craignait en raison de leur magie. Il demande à la foule s'ils ne trouvent pas cela injuste. Il se demande s'ils ne sont que des faibles qui doivent s'incliner devant les caprices des sorcières et mendier leur aide. Il demande à la foule s'ils n'ont pas le droit de vivre avec leur dignité, et il dit que les choses ne seront plus les mêmes. Il dit qu'ils ont maintenant des dirigeables volant dans le ciel, des trains automatiques dans leur ville, et qu'ils tiennent entre leurs mains le fruit de la sagesse appelé smartphone. Il dit que leur empire est celui qui a apporté cette expansion technologique et qu'ils ne sont pas faibles. Il dit qu'ils peuvent façonner le monde naturel et le contrôler avec leur propre force. Il dit que le moment est venu d'éradiquer les sorcières et de montrer au monde qu'ils sont ses souverains suprêmes.
Il dit qu'il devrait s'exalter et la foule applaudit le roi. La reine dit alors au roi que c'était un discours merveilleux, et Chloé et Adonis sont téléportés sur la scène où le roi donnait son discours. Adonis et Chloé réalisent qu'ils sont en présence du roi et, après avoir découvert qu'ils sont devant le roi, Adonis dit à Chloé de s'enfuir pendant qu'il lui achète du temps. Mais Adonis est capturé par les soldats, ce qui met Chloé en colère. Elle demande au roi de laisser partir son apprenti s'il tient à la vie de lui et de son peuple, mais le roi ne dit rien et Chloé essaie d'utiliser sa magie. Elle dit que jusqu'à présent, elle ne voulait pas les combattre car ce sont des humains comme Adonis, et si elle les détruisait, Adonis n'aurait plus de maison où retourner. Chloé échoue à utiliser sa magie et se demande ce qui se passe. Le roi dit que le pouvoir de la science qu'ils ont acquis dépasse largement celui des sorcières maintenant, et on voit que sous la capitale se trouve un dispositif capable de supprimer la magie, appelé Stam 2. Le roi dit qu'il doute que les sorcières aient jamais envisagé que les humains les poursuivraient un jour, et Adonis remarque alors que lui aussi ne peut pas utiliser sa magie. Le roi dit que c'est maintenant le moment pour eux de reconquérir leur monde et il déchire les vêtements de Chloé. Il dit qu'une sorcière qui ne peut pas utiliser la magie n'est qu'une femme, et la foule entière commence à prendre des photos de Chloé, ce qui la met mal à l'aise. Cela met Adonis furieux et il essaie de se libérer, mais en vain. Le roi ordonne alors à ses soldats de tuer le garçon, mais Chloé se prosterne et dit que ce garçon n'a rien à voir avec tout cela. Elle dit que les sorcières doivent être éradiquées, mais ce garçon est un être humain, et elle l'a enlevé et élevé comme son esclave. Elle demande au roi de faire preuve de clémence et d'épargner la vie du garçon, et elle dit qu'elle se moque de ce qui lui arrivera. Adonis se demande de quoi parle Chloé, et il essaie à nouveau d'utiliser sa magie, en vain. Il dit qu'il va les tuer tous, et le roi pointe son arme sur Chloé, ce qui fait rire de manière ridicule la foule d'humains réunis là-bas. Chloé remercie ensuite Adonis pour tout et dit qu'elle est contente de l'avoir rencontré quand elle l'a fait. Elle essaie de lui dire qu'elle l'aime, mais le roi la tire en plein milieu de sa phrase. Les soldats du roi criblent alors Chloé de balles, et Adonis ne peut rien faire d'autre que pleurer, tandis que le reste des humains prend gaiement des photos de cette scène horrible. Ensuite, un soldat décapite Chloé et le roi montre sa tête à tout le monde, et il est expliqué que le dieu avait dit aux sorcières que les humains pourraient les craindre car ils sont timides, mais qu'elles devraient essayer de se lier d'amitié avec eux et apporter la paix éternelle à ce monde. S'ils se haïssent et se battent, les ténèbres du chaos envelopperont ce monde. L'histoire se poursuit ensuite de 10 ans, et nous voyons la capitale royale de l'Empire de Rhodia nommée New Nightmare. À l'intérieur d'un camp d'internement, 2 jeunes filles prisonnières se disputent un morceau de pain en disant que c'est à elles, et pour les faire cesser de se battre, une autre prisonnière nommée Doroka leur donne son morceau de pain et leur demande de s'entendre. Cela résout le conflit, et une fille nommée Anna demande à Doroka si elle va bien. Elle dit que Doroka a fait la même chose plus tôt, et Doroka dit que ça va. Anna dit alors que Doroka est une bonne fille, et elle explique que peu importe à quel point la technologie avance, à cause de l'expansion des engrenages, les gens continuent de se battre entre eux et les guerres ne s'arrêtent jamais. Elle dit qu'on leur a dit que l'humanité serait heureuse une fois que les sorcières auraient disparu, et elle se met à pleurer. Doroka organise alors un spectacle de ventriloque pour remonter le moral d'Anna, et grâce à son spectacle, nous découvrons quelles sont des prisonnières qui ont été amenées ici après que leur pays ait perdu face à l'Empire. Le spectacle fait rire Anna, et c'est à ce moment que des soldats entrent dans leur cellule et appellent le prisonnier numéro 218. Certaines filles disent que ceux qui sont appelés ne reviennent jamais, et nous voyons que le numéro appartient à Anna, mais Doroka le prend pour elle et part avec les soldats. Les soldats l'emmènent devant le directeur du camp d'internement de Mayhem, nommé Palpol, et il demande à Doroka de se déshabiller. Il explique qu'ils doivent vérifier son corps pour qu'elle ne choque pas le seigneur qu'elle s'apprête à servir. Il dit que gérer cet endroit coûte de l'argent aux gens qui servent leur pays, alors les prisonniers devront également servir les gens. Doroka remarque alors les filles prisonnières battues dans la pièce et pense que c'est affreux. Palpol prend quelques photos de Doroka et utilise un assistant vocal pour envoyer les photos au quartier général. Doroka mord alors la main de Palpol et s'enfuit avec son téléphone. Les soldats la poursuivent, et Doroka essaie d'ouvrir toutes les cellules de prison avec le téléphone, mais le téléphone a besoin de la voix du directeur pour authentifier cette commande. Doroka essaie alors d'utiliser différents types de voix pour déverrouiller les portes du téléphone, et les portes se déverrouillent lorsqu'elle utilise la voix du directeur pour donner au téléphone la même commande. Doroka dit alors à tout le monde de courir, et tout le centre d'internement est en chaos. Doroka arrive ensuite dans une cellule spéciale,
et les soldats la capturent là-bas. Une cellule qui ressemble à une chaise de torture s'ouvre également, et nous voyons qu'un prisonnier aux yeux haineux est à l'intérieur. L'histoire continue, et les soldats déclarent que le prisonnier Milin est libre, et l'un d'entre eux mentionne qu'il devrait en informer le chef. L'autre soldat mentionne qu'ils auraient de gros ennuis s'ils faisaient ça, et le prisonnier sort alors de sa cellule. Il attaque et tue l'un des soldats, puis il passe à tuer les autres soldats dans la pièce. Le prisonnier se dirige ensuite vers Doroka, et Doroka a peur de lui, mais il tire sur les chaînes de Doroka pour la libérer de ses entraves. Une annonce informe alors tous les soldats du camp d'internement que les prisonniers débloquent un assistant de s'échapper, et les soldats se dirigent pour les réprimer. La scène coupe ensuite au bureau de la sécurité nationale, et le directeur Yamato du bureau ordonne à l'un de ses soldats de se rendre au camp d'internement Mayhem et de faire un rapport sur la situation. Il déclare que le soldat peut s'armer d'armes de classe supérieure à 5, et le soldat déclare qu'il préservera la paix de l'Empire avec son pouvoir suprême. La vice-directrice Yuki dit aux soldats de ne pas sous-estimer la paix qu'ils ont en ce moment, et elle lui dit de prendre cela au sérieux. Le soldat mentionne qu'il le fera, et il part. Ensuite, Yuki mentionne qu'elle va tuer cet homme pour s'être comporté ainsi en présence du directeur, et le directeur, qui est aussi le frère de Yuki, lui dit de le laisser tranquille. Il mentionne que le soldat Ekot est un exécutif de cet empire, tout comme Yuki. Pendant ce temps, au camp d'internement Mayhem, le directeur remarque que l'espace de stockage des objets confisqués est ouvert, et le soldat mentionne que la fille qui a volé le téléphone de Palpol a imité sa voix pour ouvrir toutes les chambres. Palpol pense que c'est impossible, car son téléphone est un modèle sécurisé, et il pense que c'est vraiment mauvais. Il se demande pourquoi elle aurait pris cela parmi toutes les choses, et il déclare que même si elle a réussi à contourner le système d'authentification, son niveau d'autorité ne devrait pas lui avoir permis d'ouvrir cette chambre, car elle contenait un objet qui appartenait au prisonnier de niveau SS, l'apprenti sorcier de la sorcière Adonis. Nous voyons alors qu'Adonis est au sommet du camp d'internement, et il tire une balle sur l'un des bâtiments, et il utilise sa magie pour agrandir la balle. La balle se loge profondément dans le bâtiment, et Adonis déclare qu'il va tuer chaque citoyen ici. Pendant ce temps, dans le camp d'internement, Ekot fait son rapport au bureau de sécurité nationale au NSB, en indiquant qu'il a fouillé tout le camp, mais n'a trouvé aucun signe du garçon. Il découvre ensuite qu'un bâtiment a été touché par un obus, et il déclare qu'il s'y rendra immédiatement, après avoir éliminé la cause de ce désordre, et il tue le directeur. Doroka remarque alors la grosse balle logée dans le bâtiment, et elle pense que c'est de sa faute parce qu'elle n'a pas pu arrêter Adonis. Adonis se promène ensuite dans la ville, et nous voyons que les informations couvrent la destruction causée par la balle d'Adonis. Adonis pense alors qu'il doute que Chloé le remerciera pour ce qu'il est sur le point de faire, et il pense qu'elle lui dirait probablement que se venger ne la ramènera pas à la vie, et qu'il devrait simplement profiter de sa vie maintenant qu'il a réussi à s'échapper. Adonis pense alors que cela fait 10 ans, et il déclare que peu importe le nombre d'années qui passent, il n'oubliera pas ce qui s'est passé. Sa voix, le regard dans ses yeux et les paroles qu'elle lui a dites, il s'en souviendra jusqu'à la fin des temps. Il utilise ensuite sa magie pour invoquer un golem de pierre géant et il monte dans la paume du golem. Quelqu'un contacte alors la police pour signaler la présence d'un géant dans la ville, et l'officier demande à la personne si c'est un canular. La personne mentionne que ce n'est pas un canular, et une voiture percute alors le commissariat de police. L'officier remarque que la personne au volant de la voiture est hébétée, et il se demande si la personne est sous l'emprise de la drogue. Il déclare qu'il devrait l'arrêter, et il remarque ensuite le géant quand il sort dehors, et il contacte le NSB. Pendant ce temps, le géant sème la destruction dans la ville, et les citoyens s'enfuient loin de lui. Adonis pense que le roi Gothé devrait s'enfuir tant qu'il en a encore le temps, et la scène coupe ensuite au NSB, où ils suivent l'emplacement du robot géant. Un soldat dit à Yamato que le roi n'est pas en forme, selon la reine, et Yamato utilise alors son autorité pour déclarer l'état d'urgence. Il priorise le maintien de la ligne de défense 4, et demande un soutien air-sol de tous les avions. Yamato remarque ensuite que le golem est énorme, et il ne peut pas croire que cette chose puisse bouger. Yuki mentionne que le garçon et la plume ont disparu du camp d'internement, et elle pense que cette chose doit être alimentée par la magie. Yamato pense que cela simplifie les choses et demande où se trouve le stam. Un soldat mentionne que c'est souterrain, mais il déclare qu'il n'est pas sûr qu'un appareil vieux de 10 ans fonctionnera correctement. Yamato dit à Yuki de s'occuper de cela, et nous voyons que beaucoup de citoyens subissent des pertes à cause du golem. Certains chars tentent d'attaquer le golem, mais leurs obus n'atteignent pas leur cible. Ils essaient à plusieurs reprises, mais le résultat est le même, et les soldats se demandent pourquoi les obus ne volent pas droit. Adonis lance alors un bâtiment sur les chars pour les détruire,
et on explique qu'Adonis a passé ces 10 dernières années de manière significative. C'était une simulation sans limite, et il a mené des recherches scientifiques mentales. Il a élaboré la manière la plus précise de détruire une nation, et on explique que la seule façon pour un non-sorcier d'utiliser la magie est la magie d'invocation de style écrit. C'est la pratique de comprendre et de systématiser les mécanismes de la magie et de les convertir en expressions mathématiques à l'aide d'une plume spéciale. On explique que maîtriser cela n'aurait pas été facile sans un excellent professeur, et pour Adonis, il n'y a pas de différence entre ceux qui étaient présents il y a 10 ans et ceux qui ne l'étaient pas. Adonis déclare que si tuer Chloé était leur grand dessein, alors tout le monde qui vit dans ce pays et en récolte les avantages est tout aussi coupable. Il utilise ensuite une paire de mitrailleuses qu'il a conjurées avec sa magie pour massacrer les gens autour de lui, et il pense que c'est une belle vue. Il se demande pourquoi il ne se sent pas bien à ce sujet, et Echout repère alors Adonis dans la paume de la main du géant. Il rapporte cela à Yamato, et Yamato informe tout le monde dans la salle de contrôle que l'ennemi est l'apprenti sorcier de la sorcière Adonis, et qu'il est dans la paume du géant. Les avions volant au-dessus lancent ensuite une attaque sur le géant, et après de multiples attaques de missiles, ils parviennent à le détruire. Nous voyons qu'un garçon pleure la mort de sa mère pendant tout cela, et un bâtiment est sur le point de s'effondrer sur lui, mais Doroka sauve le garçon. Les gens se demandent alors si l'armée a vaincu le géant, et Doroka demande ensuite à une dame de s'occuper du garçon, et elle va arrêter Adonis. Adonis pense alors qu'il doit être hors de forme, et des soldats débarquent des avions pour s'occuper de lui. Pendant ce temps, dans le sanctuaire intérieur du château impérial, nous voyons que le roi est allongé sur son lit, et il demande à la reine depuis combien de temps il dort, et d'où vient ce bruit de l'extérieur. La reine déclare qu'il n'a dormi que pendant une demi-heure, et elle mentionne qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de rien pour l'instant. Elle déclare que leur empire va bien se porter, car il s'est assuré qu'il soit fort, et le roi déclare qu'il a pu le faire parce qu'il l'avait à ses côtés. Le roi tousse alors du sang, et il mentionne que même cela touche à sa fin maintenant, et il ne peut pas croire qu'il a contracté une maladie incurable. La reine dit ensuite aux soldats de faire venir le docteur Griffon, et le roi déclare qu'il n'y a pas besoin de cela, car il va bien. Il se demande si c'est une malédiction de Dieu, et il mentionne qu'il ne se repentira pas. Il déclare qu'ils ont construit une civilisation hyper-scientifique, brûlé leurs voisins et les sorcières, et ils ont fait tout cela au nom du progrès. Il mentionne que l'humanité ne progresserait jamais tant que les sorcières seraient présentes, et il déclare que l'humanité doit tracer son propre chemin. Il mentionne que la nouvelle ère n'a pas besoin de magie, car elle ne ferait qu'entraver le progrès, et il pense qu'il est certain d'avoir fait la chose juste. Le roi remarque alors qu'il pleut, et la reine mentionne que la pluie lavera toute la fatigue du roi. Le roi déclare que la reine est une fleur qui a fleuri sur le chemin de la carnage. Pendant ce temps, Yamato n'arrive pas à croire que toutes ses troupes ont été anéanties. Il est ensuite informé qu'un civil s'approche de la cible, et nous voyons qu'Adonis a attrapé un soldat par le cou. Le soldat mentionne qu'ils auraient dû le tuer avec la sorcière il y a 10 ans. Adonis tente alors de tuer le soldat, mais Doroka l'arrête, et elle lui dit de ne plus tuer de personnes. Elle mentionne qu'il a pris la vie de nombreuses personnes dans cet empire, et elle déclare qu'elle ne veut pas que d'autres personnes innocentes meurent. Entendant cela, Adonis tue le soldat, et il ne peut pas croire que Doroka ait qualifié ces gens d'innocents. Il déclare qu'il aurait dû tuer Doroka comme le reste des gens, et il mentionne que tous les humains sont ses ennemis, qu'ils soient de l'empire de Rodia ou d'ailleurs. Doroka mentionne que Chloé ne voudrait pas ça, et Adonis dit à Doroka de ne pas prononcer le nom de Chloé si légèrement. Il se demande pourquoi cette fille se met en travers de son chemin, et il lui demande si elle est une distraction en attendant l'arrivée de la prochaine vague de soldats. Il déclare que cela ressemble à quelque chose que les humains feraient, car ils se battent toujours salement, tout comme ils l'ont fait quand ils ont tué Chloé. Il mentionne qu'il est hors de question qu'ils aient perdu contre les humains s'ils n'avaient pas utilisé de tour bassement déloyal, et il demande à Doroka de ne pas s'impliquer dans tout cela. Doroka mentionne ensuite qu'Adonis était le nom que la plus grande sorcière a donné à son étudiant bien-aimé, et elle mentionne que toutes les sorcières le savent, et elle utilise la magie. Doroka essaie de se présenter comme une sorcière, mais Adonis ne la croit pas, et il la saisit par le cou. Il lui dit que toutes les sorcières sont mortes, et il tente de tuer Doroka, mais Doroka déclare que les sorcières ont survécu aux chasses aux sorcières. Adonis se demande pourquoi elles ne sont pas venues les aider si c'est vrai, et Doroka déclare qu'elles étaient désespérées pour s'échapper, et elle s'excuse. Adonis mentionne que ces excuses ne ramèneront pas Chloé, et Doroka déclare qu'ils vont ramener Chloé à la vie. Adonis demande à Doroka de ne pas insulter davantage les souvenirs de Chloé, et Doroka lui demande de l'écouter. Elle mentionne qu'elle s'est infiltrée dans ce pays pour sauver Adonis, afin de ramener Chloé à la vie, et elle déclare avoir besoin de ses souvenirs d'elle pour la ressusciter.
Adonis ne croit pas cela, et il pointe une épée sur Doroka, et il déclare qu'il tuera tous ceux qui parlent de Chloé. Doroka mentionne qu'il peut le faire si cela le satisfait, mais en voyant son visage, il lui rappelle Chloé, et il baisse son épée. Il lui demande si elle peut vraiment ramener Chloé, et Doroka déclare qu'elle le peut. Elle demande à Adonis de prendre sa main et de venir avec elle, mais Hecate la tire avant qu'Adonis puisse prendre sa main. Merci d'avoir regardé les parties 1 et 2, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de récapitulatives d'animes.